Mon beau-fils a secrètement remplacé mes médicaments vitaux par de fausses pilules pour vérifier si ma maladie était réelle, et j'ai failli mourir. Je me suis donc vengé en ruinant son admission à l'université et en le démasquant lors d'un dîner de famille, ce qui a mis fin à mon mariage. J'ai 45 ans et je suis marié à ma femme, 42F, depuis 5 ans. Elle a un fils de 17M, issu d'un précédent mariage, qui est mon beau-fils. Nous avons vécu ensemble jusqu'à très récemment. Je souffre d'une grave maladie auto-immune, la maladie d'Addison, une affection surrénalienne qui nécessite un traitement quotidien vital. Sans mes médicaments, je peux faire une crise surrénalienne. En gros, mon corps peut s'arrêter de fonctionner. Je porte un bracelet d'alerte médicale, et tous mes proches savent à quel point mes médicaments sont essentiels. Mon beau-fils n'a jamais pleinement accepté ni respecté ma maladie. Il a toujours été sceptique à ce sujet, faisant comme si j'exagérais mon état. Par exemple, si j'étais épuisé ou que j'avais besoin de repos, il levait les yeux au ciel ou faisait des remarques sarcastiques du genre « on dirait que le médicament spécial ne fonctionne pas, hein ». C'est un adolescent, et j'essayais de l'ignorer, mais ça me dérangeait quand même. Ma femme le grondait et lui demandait d'être respectueux, mais je voyais bien qu'il pensait que je faisais semblant ou que je dramatisais. Un jour, je l'ai entendu dire à un ami au téléphone qu'il me prenait pour un hypocondriaque ou que je prenais des placebos pour attirer l'attention. J'ai mis ça sur le compte du comportement typique des adolescents, pensant qu'avec le temps, ils s'en remettraient. J'avais tort. Ces derniers mois, j'ai commencé à ressentir des poussées et des symptômes étranges qui n'étaient plus un problème depuis des années. Je souffrais à nouveau de fatigue constante, de vertiges et de douleurs musculaires. Lors de mon dernier examen, mon médecin était perplexe, car mes analyses sanguines montraient des signes de déséquilibre hormonal, presque comme si je n'avais pas pris mes médicaments, sauf que je les prenais avec assiduité. Nous avons même discuté de la possibilité que la pharmacie m'ait donné un mauvais lot de médicaments. Mon médecin a temporairement augmenté ma dose, pensant que ma maladie progressait. Malgré cela, je me sentais de plus en plus mal. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Il y a environ 6 semaines, j'étais seul à la maison un samedi après-midi, ma femme était sortie faire des courses et mon beau-fils était chez un ami. Je me souviens m'être senti extrêmement faible et avoir des vertiges. J'ai commencé à avoir de fortes douleurs abdominales et j'ai eu tellement de nausées que je pouvais à peine me tenir debout. J'ai compris que je faisais peut-être une crise surrénalienne. J'ai réussi à appeler mon frère aîné, 48 ans, qui habite à environ 10 minutes. D'après lui, j'avais du mal à parler et je lui ai dit, je ne me sens pas bien. J'ai besoin d'aide, avant de lâcher le téléphone. Il s'est immédiatement précipité et est entré après m'avoir vu effondrer par la fenêtre, inconscient, sur le sol du salon. Mon frère a appelé une ambulance. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital quelques heures plus tard, désorienté, ma femme et mon frère assis à mes côtés. J'ai appris que j'avais bel et bien souffert d'une crise surrénalienne. En fait, mon corps s'était arrêté de fonctionner faute de cortisol. J'avais frôlé la mort. Les médecins m'ont gavé de 4 stéroïdes et d'autres médicaments pour me stabiliser. Ils étaient perplexes, car je gérais bien ma maladie depuis des années. Naturellement, ils ont commencé à se demander ce qui avait pu se passer. Quand j'ai pu parler, un médecin m'a demandé si je prenais bien mes médicaments. J'ai répondu, bien sûr que oui. Ma femme m'a soutenu. Elle me voit prendre mes médicaments tous les jours. Les médecins ont ensuite testé les comprimés eux-mêmes, car quelque chose clochait. Je n'oublierai jamais le jour où un pharmacien de l'hôpital est entré dans ma chambre, l'air inquiet, et nous a dit, les comprimés que vous avez apportés ne sont pas du tout vos médicaments. Ils ne contiennent aucun principe actif. Je me souviens avoir tremblé et avoir dit, comment ça? Ce sont mes comprimés. Je les prends tous les jours. Il m'a expliqué que les comprimés semblaient identiques à mes vrais médicaments, mais qu'ils étaient en fait des contrefaçons. Probablement une sorte de pilule de sucre ou un comprimé tout aussi inoffensif, pas le médicament de substitution du cortisol dont j'ai besoin. Ma femme et moi étions stupéfaits. Nous avons immédiatement pensé que la pharmacie avait dû faire une terrible erreur en remplissant mon ordonnance. S'il m'avait donné des placebos par erreur, c'était une erreur potentiellement mortelle. Nous avons indiqué au médecin quelle pharmacie j'utilisais, et l'hôpital les a contactés pour enquêter. Il est vite devenu évident que la pharmacie n'avait rien fait d'anormal. Ils ont confirmé que le numéro de lot sur le flacon correspondait au médicament qu'ils délivraient. Du coup, peu après avoir reçu le médicament, quelqu'un a échangé les vrais comprimés contre des faux.
J'ai vu l'expression de ma femme lorsque cette prise de conscience s'est imposée. Nous pensions tous les deux à la même personne, mon beau-fils. Il avait accès à mes médicaments à la maison, et vu son attitude face à ma maladie, les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Je ne voulais pas croire qu'il puisse réellement trafiquer mes médicaments. Mais qui d'autre cela pouvait-il bien être? Il n'y avait aucune trace d'effraction chez nous, et les pilules avaient visiblement été échangées progressivement, ce qui expliquait mon état de santé croissant depuis des semaines. Ma femme a fondu en larmes et a quitté ma chambre pour appeler mon beau-fils et son ex-mari, le père de mon beau-fils. Entre-temps, le personnel de l'hôpital avait déjà alerté la police. Manipuler les médicaments de quelqu'un, surtout un médicament aussi important, est un crime grave. Avant que je comprenne vraiment ce qui se passait, un policier est arrivé pour recueillir ma déposition. Je leur ai tout raconté. J'étais encore sous le choc. Je répétais, je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire ça. La police est venue chez nous ce soir-là pour parler à mon beau-fils alors que j'étais encore hospitalisé. Mon frère m'a ensuite raconté ce qui s'était passé. Au début, mon beau-fils a tout nié. Il a affirmé ignorer comment mes pilules avaient été échangées. Mais lorsque les policiers lui ont expliqué la gravité de la situation, expliquant qu'il pouvait tester les pilules et relever les empreintes digitales, il a craqué. Il m'a avoué avoir remplacé secrètement mes médicaments par des pilules similaires en vente libre pendant des mois. Quand j'ai appris cela, j'ai fondu en larmes. Ce gamin, que j'ai aidé à élever et dont j'ai pris soin, a failli me tuer juste pour vérifier si ma maladie était réelle. D'après la police et ce que ma femme a confirmé plus tard, la logique tordue de mon beau-fils était que si j'avais vraiment besoin de mes médicaments, je tomberais malade sans eux. Et si j'allais bien, alors je devais faire semblant. Alors il voulait voir ce qui se passerait. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai failli mourir par terre dans mon salon. Il m'a regardé faiblir et devenir de plus en plus malade pendant des semaines sans rien dire. Même aux soins intensifs, il est resté silencieux jusqu'à ce que les policiers le bousculent. Il est resté les bras croisés et a risqué ma vie juste pour satisfaire une curiosité morbide, savoir si mon état était réel. Pour moi, c'est plus que de la bêtise adolescente. C'est vraiment malveillant. Il a montré à la police où il avait caché mes vrais médicaments et le paquet de faux dans sa chambre. Il échangeait mes comprimés plusieurs fois pour que je ne remarque pas de changement immédiat. C'est horrifiant de voir tous les efforts qu'il a déployés pour cette expérience. Je suis rentré de l'hôpital et je me remets physiquement. Mais émotionnellement, je suis dans un état lamentable. Je ne peux même pas regarder mon beau-fils. Il vit chez son père biologique depuis l'incident. Inutile de préciser que la police a porté plainte et l'a placé en détention pour interrogatoire, mais comme il est mineur, la procédure judiciaire est compliquée. J'ai bien l'intention de poursuivre cette affaire en justice. Au moins, il y aura un dossier de ce qu'il a fait. Ma femme, elle non plus, ne le gère pas bien. Elle est tiraillée entre son fils et moi. Elle s'est excusée auprès de moi et est horrifiée par ce que son fils a fait. Mais c'est toujours son enfant, et elle est très bouleversée et tiraillée. Pour l'instant, je lui ai dit que je refusais de vivre à nouveau sous le même toit que lui. Elle comprend. Je suis extrêmement furieux et blessé. J'ai failli perdre la vie à cause de ce petit test. Je ne sais pas comment on va s'en remettre. Je mettrai à jour ce billet dès qu'il y aura du nouveau. Première mise à jour. Merci à tous pour votre soutien concernant mon billet initial. 2 mois se sont écoulés depuis l'incident et ma vie a complètement changé. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai pas lâché prise. Après m'être remise de mon premier souci de santé, j'étais déterminé à faire en sorte que mon beau-fils subisse les conséquences réelles de ses actes pour avoir failli me tuer. La police a eu ses aveux et j'ai porté plainte devant le tribunal pour enfants pour empoisonnement altération de substance. Comme il avait 17 ans, l'affaire a été traitée par le système judiciaire pour mineurs. Finalement, il a été déclaré délinquant, coupable d'une infraction mineure. La peine, cependant, a été relativement légère à mon avis. Il a écopé d'une probation, d'une thérapie obligatoire et de travaux d'intérêt général. En gros, une petite tape sur les doigts pour ce que je considère comme une tentative de meurtre. J'étais furieux de cette clémence, mais ma femme, aujourd'hui mon ex-femme mais nous y reviendrons était soulagée qu'il n'ait pas fini en centre de détention pour mineurs. Elle n'arrêtait pas de dire, ce n'est qu'un imbécile qui a commis une terrible erreur. Je n'étais pas du tout satisfait. J'ai compris que si la justice ne le tenait pas vraiment responsable au-delà d'un casier judiciaire,
je prendrai les choses en main. J'ai canalisé toute ma colère et ma trahison dans un plan. Appeler sa vengeance, appeler sa justice, peu importe. Je savais juste que je devais faire quelque chose de plus. Voici ce que j'ai fait pendant les 2 mois qui ont suivi l'incident pour me venger de mon beau-fils. Premièrement, le cambriolage de son ordinateur portable. Je voulais accéder au dossier personnel de mon beau-fils et, franchement, je voulais le perturber un peu. Un week-end, j'ai attendu que ma femme et mon beau-fils soient sortis. J'ai emprunté son ordinateur portable dans sa chambre et je l'ai caché. J'ai ensuite saccagé sa chambre et cassé un petit loquet de fenêtre pour faire croire à un cambriolage. À leur retour, j'ai fait semblant d'être choqué que notre appartement ait été cambriolé. La seule chose qui semblait manquer, c'était son précieux ordinateur portable. Rien d'autre n'a été touché, car je n'avais pas l'intention de me cambrioler. Mon beau-fils était furieux et paniqué. Nous avons déposé plainte pour effraction. Oui, j'ai falsifié une plainte. Ce n'était pas mon moment de fierté, mais je suis resté vague et je n'ai pas essayé de faire de réclamation à l'assurance. La police a supposé qu'il s'agissait d'un voleur opportuniste et rapide qui s'était enfui avec un ordinateur portable. En réalité, j'avais son ordinateur portable bien caché. Il ne s'est jamais douté que j'étais derrière tout ça. Deuxièmement, il a raté son admission à l'université. Mon beau-fils était en terminale et avait été accepté dans une bonne université. J'ai obtenu une copie du rapport de police concernant sa falsification de médicaments. En tant que victime, j'y avais droit, ainsi qu'une copie de mon dossier médical montrant les conséquences de ses actes sur moi. J'ai envoyé un courrier anonyme au bureau des admissions de son université. J'ai joint une lettre expliquant que ce nouvel étudiant avait commis un acte grave qui avait failli tuer quelqu'un, ce qui pourrait inquiéter l'université. Ça n'a pas pris longtemps. Environ 2 semaines plus tard, mon beau-fils a reçu une lettre l'informant que sa proposition d'admission avait été rejetée. Ils ont donné une explication vague concernant la réception d'informations concernant un incident. Il était absolument anéanti. Sa dernière année touchait à sa fin et, soudain, il n'avait plus d'université à l'automne. Lui et ma femme se sont empressés de faire appel, mais l'université n'a pas bougé. Lorsque j'ai demandé nonchalamment à ma femme s'ils avaient expliqué pourquoi, elle a répondu, ça a dû être un coup de police. Quelqu'un a dû leur envoyer quelque chose. J'ai simplement haussé les sourcils et dit, waouh, c'est dommage. Je pense qu'elle se doutait que j'étais impliqué, mais elle ne m'a pas confronté sur le moment. Troisièmement, une action civile en dommages et intérêts. Mes factures médicales de soins intensifs et de suivi étaient énormes, même avec l'assurance. Je devais beaucoup. Comme mon beau-fils est mineur, je ne pouvais pas le poursuivre directement pour ses dommages, mais je pouvais poursuivre ses parents. J'ai décidé de ne pas m'en prendre à ma propre femme, mais à son père biologique. Son père est aisé, et je soupçonne qu'une partie de l'attitude de mon beau-fils venait de lui. Il a toujours pensé que j'abusais de ma maladie. J'ai intenté une action civile contre le père. Pour obtenir réparation des frais médicaux et des dommages connexes causés par son fils. Dire que ma femme était bouleversée est un euphémisme. Elle m'a supplié de ne pas impliquer son ex, affirmant qu'il n'y était pour rien et que cela détruirait toute bonne entente parentale. Je lui ai répondu que je m'en fichais. Son fils a failli me tuer et que quelqu'un allait en payer les conséquences. Le procès est en cours. Ces choses prennent du temps, mais mon avocat est confiant puisque nous avons le rapport de police dans ses aveux. Lorsque le père a reçu la mise en demeure, il a apparemment pété les plombs contre ma femme et mon beau-fils. J'ai entendu dire, à l'époque où ma femme et moi parlions encore, que le père traitait son fils de « gamin le plus stupide du monde » et était furieux à l'idée de devoir payer une facture exorbitante. Franchement, tant mieux. Je n'ai aucune compassion. 4. L'humiliation publique en ligne. Vous vous souvenez de cet ordinateur portable? Je l'ai fouillé et j'ai trouvé de quoi alimenter ma colère. Mon beau-fils avait un dossier privé rempli de vidéos, des extraits osés de lui et d'un ami se moquant de personnes atteintes de maladies chroniques. Dans une vidéo, il se faisait passer pour moi, m'imitant en train de prendre des médicaments et de m'évanouir, en plaisantant sur la fausse maladie de son beau-père. J'ai vu rouge. J'ai compilé quelques-unes des pires vidéos et les ai publiées anonymement sur une page Facebook locale et un subreddit pour dénoncer les imbéciles. J'ai légendé ça avec quelque chose comme « Voilà ce qu'un lycéen de 17 ans de notre ville pense des personnes atteintes de maladies chroniques ». Le même qui a récemment comparu devant le tribunal pour avoir failli tuer son beau-père en falsifiant ses médicaments.
L'incident s'est rapidement répandu. Ces vidéos ont dégoûté beaucoup de gens. Même les parents de ses amis l'ont vu. Sa réputation a chuté. Ses professeurs et ses amis de la famille l'ont appris. Il est devenu un paria à l'école pendant ces dernières semaines. Je pense que cela l'a touché plus durement que n'importe quelle condamnation. Il était gêné et honteux, et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Cinquièmement. La grande révélation familiale. Le coup de grâce est venu lors du dîner du 50e anniversaire de ma belle famille, environ 2 mois après l'incident. La famille élargie de ma femme était réunie dans un bon restaurant pour fêter ça. Malgré le chaos à la maison, j'étais quand même invité. À ce moment-là, ma femme et moi étions tendus, peut-être que nous pourrons sortir de cette impasse. Mon beau-fils était là aussi, l'air malheureux et m'évitant. La plupart des membres de la famille élargie je ne connaissais pas toute l'histoire, seulement que j'avais été très malade et qu'il y avait un problème avec mon beau-fils. Ma femme était restée vague avec eux, probablement pour protéger l'image de son fils. Eh bien, j'ai mis fin à tout ça. Alors que les gens portaient des toasts, je me suis levé et j'ai décidé de dire la vérité. J'ai annoncé que j'avais frôlé la mort récemment parce que mon beau-fils avait intentionnellement trafiqué mes médicaments pour vérifier si j'étais vraiment malade. Le visage de ma belle-mère est devenu pâle. Certains membres de ma famille ont semblé confus ou choqués, n'ayant jamais entendu cela auparavant. J'ai clairement fait comprendre que j'étais hospitalisé dans un état critique à cause de son acte. Et j'ai dit que je pensais que tout le monde méritait de connaître la vérité. À ce moment-là, tout a dégénéré. Mon beau-père s'est levé d'un bond et s'est mis à hurler sur mon beau-fils, exigeant de savoir si c'était vrai. Mon beau-fils est resté assis là, le visage rouge, sans voix. Ma femme s'est mise à hurler, « Comment as-tu pu faire ça ici ?» Elle était furieuse que j'ai révélé cela en public. J'ai répondu, « Pourquoi ne le saurait-il pas ? Leur petit-fils a failli me tuer. » Le dîner a viré à l'engueulade. Certains membres de la famille ont tenté de calmer mon beau-père. D'autres fusillaient mon beau-fils du regard, et les grands-parents âgés ont été rapidement raccompagnés dehors, profondément bouleversés par la nouvelle. L'événement s'est terminé sur le champ. Mon beau-fils s'est enfui du restaurant, humilié, et ma femme lui a couru après. Je suis resté un moment pour m'excuser auprès de la belle famille pour la scène et j'ai dit quelque chose comme « Je suis désolé de gâcher votre fête, mais imaginez ce qui aurait été gâché si j'étais mort sans que personne ne sache pourquoi. » Puis je suis sorti et j'ai pris la voiture pour rentrer. Ce soir-là, ma femme n'est pas rentrée. Elle est restée chez ses parents avec son fils. Elle m'a envoyé une avalanche de textos furieux, m'accusant d'avoir tenté de détruire son fils et disant que j'avais dépassé les bornes en abordant le sujet devant toute la famille. Elle m'a dit que je les avais humiliés et qu'elle ne pouvait même plus me regarder. Nous n'avons presque plus parlé après ça, sauf pour nous disputer. Elle a reconnu que ce que notre fils avait fait c'était horriblement mal, mais elle était furieuse de ma riposte. Elle a dit que j'étais passé du statut de victime à celui de personne vindicative et cruelle. Je lui ai dit, votre fils a failli me tuer. Je n'ai aucune pitié pour lui en ce moment. Elle a dit qu'elle ne me reconnaissait plus. En vérité, je me reconnaissais à peine à ce moment-là. Je n'avais jamais été aussi rongé par la colère. Finalement, elle a décidé de demander le divorce. La combinaison de ce que j'avais fait à l'avenir de notre fils et de ma révélation publique de la situation était trop difficile à pardonner pour elle. À ses yeux, j'avais détruit son fils par méchanceté. À mes yeux, son fils a failli me tuer, donc nous étions loin d'être à égalité. Nous nous sommes séparés immédiatement après la dispute. Elle et mon beau-fils ont emménagé chez ses parents. Je n'ai plus parlé à mon beau-fils depuis et ma femme et moi n'avons communiqué que par avocat et par de brefs messages concernant la logistique. Je suis traversé par beaucoup d'émotions contradictoires. Je me sens un peu justifié que l'enfant ne soit pas sorti indemne de cette situation. Mais je suis aussi profondément triste. J'aimais ma femme et, hormis ce cauchemar, j'étais heureux d'être marié avec elle. Maintenant que ce mariage est terminé, je me suis probablement aussi aliéné toute sa famille. C'est beaucoup. Dommages collatéraux. Ma vengeance en valait-elle la peine? Dans le feu de la colère, je me suis dit que oui, absolument. Maintenant, avec le froid qui suit, je n'en suis plus sûr. Ce que je sais, c'est que je ne pouvais pas tourner la page comme si de rien n'était. J'ai peut-être craqué, mais il a introduit une ogive nucléaire chez nous en trafiquant mes médicaments, et j'ai réagi de la même manière. Voilà où en sont les choses. Je n'ai plus de conjoint, plus d'enfants par alliance,
et je suis à nouveau pratiquement seul, mais je suis en vie, et il a dû en subir les conséquences. Ma future ex-femme n'est pas vraiment en bon terme avec moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais à ce stade, ma confiance en elle est également brisée. Elle a fini par se ranger du côté de son fils, ou du moins, n'a pas pu accepter ma réaction. Je pense que nous sommes tous les deux blessés et en colère, et il n'y a pas d'autre solution. Nous avons entamé la procédure de divorce. Je vous tiendrai au courant dès que ce sera finalisé. Deuxième mise à jour. Rebonjour. Cela fait environ 7 mois depuis ma dernière mise à jour. Le divorce est maintenant prononcé. Il a été prononcé il y a 1 mois et je suis officiellement célibataire et je vis seul. Le divorce s'est déroulé aussi bien qu'un divorce peut l'être, je suppose. Nous n'avons pas eu d'enfants ensemble et nous avons conclu un accord sur les biens sans trop de complications. Nous avons vendu la maison et je lui ai laissé la plupart des meubles, car je n'avais pas vraiment envie de me disputer à ce sujet. Mon ex a d'abord pensé que je pourrais lui devoir une pension alimentaire puisque je gagnais plus, mais mon avocat a rapidement mis fin à cette hypothèse compte tenu des circonstances. Son fils a failli me tuer et je poursuis son ex en justice pour mes frais médicaux. Elle n'a pas insisté sur la pension alimentaire après cela. Une fois tout signé, nous avons plus ou moins cessé de nous contacter. Nous avons échangé un court message de bienvenue après la signature des papiers, et c'est tout. 5 ans de mariage terminés. Émotionnellement, je tiens bon. L'année écoulée a été la plus difficile de ma vie. Physiquement, je me suis remise de la crise surrénalienne au bout de quelques mois, mais mentalement, c'était difficile. Je suis toujours angoissé par ma santé et mes médicaments. Je suis en double et je vérifie mes médicaments 3 fois avant de les prendre. J'ai même acheté un petit coffre-fort avec serrure pour ranger mes médicaments, même si je vis seul, car le traumatisme de la manipulation m'a vraiment perturbé. Je fais des cauchemars de temps en temps. Je me réveille paniqué, me croyant de nouveau par terre, incapable de bouger, ou je rêve que quelqu'un en qui j'ai confiance m'empoisonne. Mon thérapeute dit que c'est une forme de syndrome de stress post-traumatique, SSPT, lié à l'incident, ce qui est logique. Tout ce que je sais, c'est qu'il me faudra beaucoup de temps avant de me sentir à nouveau en sécurité et en confiance. Sur le plan juridique, le procès civil contre le père de mon ex-beau-fils est toujours en cours, mais il penche en ma faveur. Il y a quelques mois, son avocat nous a proposé une offre à l'amiable, proposant de payer une grande partie de mes frais médicaux si j'abandonne la plainte. Je suis tenté d'accepter pour en finir, mais mon avocat négocie un peu plus, car nous avons un dossier solide. Je pense que nous allons bientôt régler l'affaire. Ce n'est pas le cas. Il s'agit vraiment de faire une aubaine. Il s'agit de ne pas être ruiné financièrement pour quelque chose dont je n'étais pas responsable. Et franchement, j'en ai assez des batailles juridiques. Je veux juste que ce chapitre soit clos. Quant à mon ex-beau-fils, je n'ai eu aucun contact avec lui. D'après ce que j'ai entendu dire, il n'a finalement pas suivi d'études supérieures de 4 ans après le rejet de son admission. Il s'est plutôt inscrit dans un collège communautaire local. Je pense que la combinaison de la perte de sa place à l'université et de la honte publique l'a vraiment secoué. Une connaissance commune a mentionné qu'il se faisait très discret ces derniers temps. Apparemment, il a même poursuivi sa thérapie au-delà de ce que le tribunal lui avait ordonné. Peut-être essaie-t-il vraiment de changer. Qui sait? Il a eu 18 ans récemment. Je ne peux pas dire que je lui souhaite bonne chance, mais je ne lui souhaite pas non plus de mal activement pour le moment. Je ne veux juste pas penser à lui. Il est sorti de ma vie, et je préfère que ça reste ainsi. Les médecins disent que j'ai eu une chance incroyable. Si mon frère ne m'avait pas trouvé quand je l'avais fait, je ne serais probablement plus là. C'est une pensée qui me donne à réfléchir et à laquelle je suis souvent confronté. Cela me rend reconnaissante d'être en vie, même dans les moments difficiles. Est-ce que je ressens de la colère? Oui, de la tristesse. Absolument. Je pleure la vie que j'avais avant tout ça. Mon mariage, le sentiment de sécurité chez moi, mais j'y reviens petit à petit. Les cauchemars se font moins fréquents. Peut-être qu'un jour je sortirai à nouveau avec quelqu'un. L'idée d'expliquer toute cette histoire à quelqu'un d'autre est intimidante, pour être honnête. Peut-être que je resterai célibataire et que je me concentrerai sur moi-même pendant un bon moment. Pour l'instant, je prends juste soin de moi. J'ai un bon thérapeute, des proches qui me soutiennent et une seconde chance dans la vie que je ne vais pas gâcher. Je tiens à remercier encore tous ceux qui m'ont suivi et m'ont encouragé. Cela a vraiment été très important pendant ces nuits de solitude où je repensais à tout.
Ce sera probablement ma dernière mise à jour, car j'espère qu'il ne se passera rien de dramatique. Je veux juste calme. Troisième mise à jour. Je sais que j'avais dit que ma dernière mise à jour serait probablement la dernière, mais il s'est passé quelque chose d'important récemment. Cela fait environ 6 mois que mon divorce a été prononcé dans ma précédente mise à jour. Pendant ce temps, j'ai tranquillement reconstruit ma vie. Heureusement, tout s'est déroulé sans incident jusqu'à présent. Soudain, mon ex-beau-fils m'a contacté. Cela fait environ 1 an que je ne l'ai pas vu ni parlé. Il a maintenant 18 ans, bientôt 19. J'ai été vraiment stupéfaite de recevoir un texto de sa part. Dans son message, il disait vouloir me parler et s'excuser en personne. Il reconnaissait que j'avais le droit de l'ignorer, mais espérait que je l'écouterais. J'ai hésité à prendre cette décision. Après en avoir discuté en thérapie et avec mon frère, j'ai décidé de le rencontrer. Je n'avais pas de grandes attentes, mais je sentais que je pourrais le regretter si je ne lui laissais pas l'occasion de s'exprimer. Au moins, je pensais que cela pourrait me permettre de tourner la page. Nous nous sommes rencontrés dans la journée, dans un lieu public. Je l'ai vu assis sur un banc, visiblement nerveux. Quand je me suis approché, il s'est levé, a fait un signe de la main et m'a dit « Merci de m'avoir rencontré ». S'en est suivi l'une des conversations les plus surréalistes de ma vie. Mon ex-beau-fils a fondu en larmes en s'excusant. J'ai déjà vu ce gamin en colère, sarcastique, provocateur, mais jamais vulnérable. Il a commencé par dire qu'il savait qu'il était la dernière personne que je voulais voir. Mais qu'il avait besoin de me dire à quel point il était désolé. Il a admis que ce qu'il avait fait était horrible. Il a dit qu'il n'avait aucune excuse, mais qu'il voulait s'expliquer, pas se justifier, mais pour que je comprenne qu'il n'était plus ce monstre. Il m'a dit qu'à l'époque, il était dans un état mental très critique, plein de colère et de scepticisme, influencé par des forums complotistes en ligne, comme Reddit, et malheureusement encouragé par l'attitude de son père biologique. Apparemment, son père faisait des commentaires du genre « Ton beau-père n'est pas si malade. Il est juste paresseux », ce qui a alimenté l'idée que mon beau-fils pensait que je faisais semblant. Entendre cela m'a fait grimacer, mais ce n'était pas vraiment surprenant. Il m'a dit qu'il en voulait à sa mère de toujours s'inquiéter pour moi et de s'occuper de moi alors que je n'avais pas l'air malade à ses yeux. Et dans son cerveau immature de 17 ans, il a décidé de mettre ma maladie à l'épreuve de la pire des manières. Il a admis qu'il était incroyablement stupide et qu'il se détestait pour cela. Il a ensuite décrit comment s'était passée l'année écoulée, il a perdu ses études, a été rejeté par de nombreux amis, a dû suivre une thérapie, etc. Il a dit, ça m'a vraiment forcé à admettre à quel point j'étais horrible. Il m'a dit qu'il poursuivait sa thérapie seul, même après la fin de la thérapie obligatoire, et qu'il avait beaucoup appris sur l'empathie et la prise de responsabilité. Il a également dit qu'il était bénévole dans un hôpital local depuis quelques mois, transportant des patients et assistant le personnel. Il a dit, voir des patients malades et âgés tous les jours, aider des personnes vulnérables lui a vraiment ouvert les yeux. J'ai réalisé à quel point j'avais fait une erreur et combien on peut facilement mourir si on fait des bêtises comme moi, a-t-il dit, les larmes aux yeux. J'ai juste écouté. Je n'ai pas beaucoup à intervenir. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à gérer mes émotions à ce moment-là. C'était la première fois que je le voyais exprimer de vrais remords. Il ne cherchait pas d'excuses. Il semblait sincèrement honteux et plein de regrets. Finalement, il s'est excusé directement. Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu souhaites entendre, mais je dois te dire à quel point je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir blessé. Je suis désolé d'avoir ruiné notre famille. Je suis désolé d'avoir volé ta confiance et de l'avoir brisée. J'ai été un idiot et j'ai failli te coûter la vie. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'avais juste besoin de te le dire en face. À ce moment-là, il avait les larmes aux yeux. Je suis resté silencieuse un moment. Puis j'ai réalisé que je pleurais aussi. Je ne m'y attendais pas vraiment. J'ai réussi à lui dire calmement que j'appréciais ses excuses. Je lui ai aussi avoué très honnêtement les dégâts qu'il avait causés, que je faisais des cauchemars, que j'avais perdu un mariage et un sentiment de sécurité à cause de ses actes. Je lui ai dit la vérité, que je n'étais toujours pas sûr de pouvoir lui pardonner un jour. Il a hoché la tête. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à être pardonné, qu'il voulait juste que je sache qu'il était désolé et qu'il s'efforçait de devenir une meilleure personne pour que ce qu'il avait fait ne se reproduise plus jamais. Il m'a demandé si j'avais quelque chose à lui demander ou à lui dire. Je n'ai posé qu'une seule question qui m'est restée en tête.
À quoi pensais-tu en me voyant devenir de plus en plus malade? Pourquoi n'as-tu pas arrêté? Il a baissé les yeux et a dit doucement. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas ma faute. Comme si ta maladie empirait peut-être d'elle-même. Je me mentais à moi-même. Et quand tu t'es effondré, j'étais trop lâche pour dire quoi que ce soit. J'avais peur de t'avoir déjà tué et j'avais peur d'y faire face. Je suis tellement désolé. C'était dur à entendre, mais au moins c'était une réponse honnête. Finalement, il m'a répété qu'il comprenait parfaitement que je ne veuille peut-être plus jamais lui parler après ça. Il m'a tendu un morceau de papier plié, une lettre manuscrite. Il disait avoir écrit tout ce qu'il voulait dire au cas où je refuserais de le rencontrer, et que je pouvais la lire ou non, à ma guise. Je l'ai lue plus tard. Elle répétait en gros tout ce qu'il avait dit, avec de nouvelles excuses et un mot disant qu'il respecterait mes limites, mais qu'il serait ravi de me contacter si jamais je le souhaitais. Nous avons mis fin à la conversation. Je lui ai souhaité bonne chance. Il m'a remercié d'avoir accepté de le rencontrer et nous sommes partis chacun de notre côté. Depuis cette rencontre, j'ai beaucoup réfléchi. C'est émouvant, mais je me sens un peu plus légère, étrangement, de l'entendre s'excuser en personne, de voir ses sincères remords. Cela n'efface pas ce qu'il a fait ni ne me guérit du jour au lendemain, mais c'est un pas. Je pense que cela nous a permis à tous les deux de tourner la page sur ce chapitre horrible. Lui pardonnerai-je un jour complètement? Je ne sais pas. Pas maintenant, c'est sûr. Mais peut-être un jour, si ses actions continuent de montrer qu'il a changé. La porte n'est pas fermée, mais elle n'est qu'entrouverte. Pour l'instant, je continue de me concentrer sur moi-même. Ma vie reprend peu à peu son cours normal et cette rencontre n'était qu'une étape supplémentaire dans ce processus. Je voulais partager cette dernière nouvelle parce que beaucoup d'entre vous sont investis et parce que c'est une note d'espoir dans une histoire par ailleurs sombre. La personne qui m'a fait du tort essaie de s'améliorer et nous avons trouvé une certaine compréhension, même si le pardon est encore loin.